RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à tous, bonjour chères auditrices. Bonjour. Et aujourd'hui, le son des bulles... Hein? Pardon? Les auditeurs, non. Non. Aujourd'hui, le son des bulles lâche les fauves. Ça commence déjà bien. Plus de contraintes. Ça va être les vacances. À nous, la liberté. Ouais. Le mot d'ordre pour cette dernière émission de la saison, chacun fait ce qu'il veut. Ça va être vite le bazar, je crois. Ouais, c'est sûr. Plus de thèmes. Il restera peut-être une petite contrainte, la contrainte de temps. Car si on les laisse faire, on y passe la semaine. Libéré, délivré, les étoiles attendent. Mais on compte sur toi, Anne-Marie, pour un petit peu verrouiller tout ça. On va quand même. essayer. Donc nous avons donc libéré Charles, notre téméraire historien. Bonjour. Bonjour Charles. Francine, libre comme le vent de souffler sur les bulles qu'elle préfère. Sur les bulles, Bonjour, bien sûr, de Francine. savon aussi. Bonjour à tous. Françoise, échappée des contraintes, va nous éblouir. Ça, c'est une contrainte. Si. Et Jean-Jacques, Oui. Jean-Jacques, il va faire ce qu'il veut pour une fois. Voilà, ce sera bien la première fois Ça de ma te va, vie. Jean-Jacques? Ce sera la première fois de ma vie. Mais je vais apprécier. Olivier, pourra-t-il encore en placer une? Ça, j'en sais rien. Ça, je vais essayer. Et puis Anne-Marie, souvent le regard rivé sur le chronomètre qu'on a juste en face de nous. Et aujourd'hui à la technique, on a notre cher ami Jean-Luc. Merci Bonjour, Jean-Luc pour tout Jean-Luc. et ta patience surtout. Ouais, merci. Donc on va commencer par Eh ben, on va commencer par le meilleur. le meilleur, d'autres. Le meilleur d'entre nous. Ah, c'est moi. Alors, vous êtes mais gentil. oui, mais Vous alors- êtes gentil. Non, Merci. mais- Non, allez, j'ai compris. Le meilleur, et puis vu son âge, il doit le respect. On lui doit le respect. Absolument. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est Charles. C'est Charles. Charles, notre super Charles, qui va nous parler de, Du siècle dernier. comme d'habitude. Non. Non, Je vais vous parler il y a un certain temps quand même, le samedi 26 et le dimanche 27 mars se tenait à Fin-les-Sources, c'est à côté de Bar-le-Duc, la deuxième édition du festival de BD Bulles en Barrois, organisé par Alain Bernard, qui est venu nous présenter ce salon lors d'une précédente émission. Alors, une trentaine d'auteurs étaient réunis, et ce qui est intéressant dans les salons, c'est les à côté du salon. En effet, si dans la majeure partie de la journée, les auteurs sont occupés à dédicacer leurs ouvrages, il n'en reste pas moins du temps à partager autour de la pause café, généralement à la soirée programmée par l'association organisatrice. Alors, j'ai eu la chance d'être convié à cette sympathique réunion et par le plus grand des hasards, je me suis trouvé à une table de dessinateurs belges, où les sujets de discussion étaient centrés sur le vélo. Alors, sur quoi Alors, également amateur des sorties vélocipédiques, je me suis trouvé à l'aise pour parler des balades régionales, des belles pentes de la région, enfin tous ces sujets qui passionnent les adeptes de la petite reine. Quand, en bout de table, j'entendis un solide gaillard parler avec enthousiasme de l'ascension du mont Ventoux. Là, au moins, je me suis dit, voilà un gaillard sérieux. Qui peut être ce roi de la montagne qui se lance sur des pentes à 13% à 70 ans? Ah oui, j'étais chez les Belges. Bon. Alors, renseignement pris, on m'informe qu'il s'agit du fameux Daniel Cox, récréateur avec Raoul Cauvin de la série L'Agent 212. Alors, quelques mots sur Raoul Cauvin. On va en parler d'attaquer le dossier Daniel Cox. Raoul Cauvin, qui nous a quittés il y a quelques mois, le 19 août 2021, a été pendant plusieurs décennies le scénariste attitré de l'hebdomadaire Spirou. Plus de la moitié des pages de l'hebdomadaire portaient sa signature. Raoul Cauvin était un stakhanoviste du gag. On lui doit un nombre considérable de séries, dont certaines sont toujours des best-sellers de la BD franco-belge. Bon, je vais vous citer Les Tuniques Bleues, Samy, Pierre Tombal, encore Les Femmes en Blanc, Les Psys. Il a écrit son ultime scénario en 2019, Où est donc Arabesque? Mise en image par Lambil, cette histoire est sortie fin 2021. Comment Raoul Cauvin s'y prenait-il pour pouvoir écrire autant de séries et passer de l'une à l'autre et faire vivre un nombre important de dessinateurs? Il assurait qu'il avait mis au point un procédé créatif unique. Son secret résidait dans son divan.
Il pouvait y rester 3 ou 4 heures de suite avant que surgisse le gag, et plusieurs jours s'il s'agissait d'une histoire complète. C'est ainsi que sont nées Les Tuniques Bleues en 1968. Lucky Luke avait quitté le journal Spirou pour vivre ses aventures chez le concurrent Pilote. Il fallut rapidement trouver une série western pour le journal. Quelques jours de divan et le scénario était proposé aux éditions Dupuis. Sa collaboration avec Daniel Cox, le dessinateur cycliste dont je parlais précédemment, date de 1975. À l'époque, Daniel souhaitait intégrer le studio du dessinateur Peyo. Mais ce dernier, occupé à la création du dessin animé La Flûte à 6 Schtroumpfs, n'avait pas eu le temps de former un nouvel assistant. Peyo a demandé à Raoul Cauvin d'écrire quelques pages de scénario pour occuper le jeune auteur. Ainsi est né l'Agent 212, une simple histoire au départ qui est devenue un phénomène d'édition puisque vient de sortir le 30e album. Daniel Cox est né en Belgique le 4 février 1952. Il dessine depuis qu'il a toujours pu tenir un crayon et dans sa jeunesse, il a eu la chance de rencontrer JDM qui donna de précieuses clés l'autorisant à rêver de devenir un jour dessinateur professionnel. À 18 ans, il fait ses premiers dessins dans le journal Samedi Jeunesse. 2 ans plus tard, il est engagé par Dino Atanasio pour lequel il fera les crayonnés de Signor Spaghetti. À partir de 1975, comme j'ai déjà évoqué, il intègre l'équipe de l'hebdomadaire Spirou et dessine les aventures de l'Agent 212. Certaines mauvaises langues prétendent que Daniel consacre plus de temps au vélo qu'en planche à 212. D'après ce que j'ai compris, c'est vrai. Voilà. Il parcourt 12 000 km par an. Grand nom du dessin humoristique tout public, Daniel régale de gags les lecteurs de l'Agent 212 depuis plus de 40 ans. Tonicité du trait, mimique inimitable, composition aux petits oignons, Cox est un maître du dessin et de la rigolade dont le succès populaire ne s'est jamais démenti. Travaillant sur des scénarios de l'immense Raoul Cauvin, il a progressivement nourri lui aussi les gags de ses personnages et se révélant également un redoutable scénariste. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Le Mont Ventoux, alors, qu'est-ce qu'il peut nous en dire? Une fois que t'as monté, tu peux redescendre. Ah oui, mais est-ce que tu l'as monté, toi? Encore pas, mais depuis qu'il m'en a parlé, quand même. Alors le truc, c'est que il y a quand même plusieurs dizaines de kilomètres de montée. Puis la fin cagnard, c'est dur. Donc j'ai discuté quand même. La première fois qu'on le fait, il vaut mieux faire tous les kilomètres. On s'arrête, on boit un coup, et puis voilà, on peut y aller. Bon, mais ça dépend ce qu'on boit. Oui, d'accord. Ah oui. Mais non, tu fais qu'un kilomètre. Au moins, tu te dis, prochain kilomètre. Parce que c'est vrai qu'il y a 13%, mais il y a aussi des belles pentes dans la région. La côte de Chaligny, quand même, fait 18% sur 300 mètres. Elle est un peu courte, quand même, comparé. Pas mal, bon. Pas mal. Ok, donc on fera une émission spéciale vélo. Vélo. Combien de kilomètres par an vous faites, Charles, vous? Ah, moi, je fais que 3000, moi, je suis rigolo. Alors, c'est pas mal. Moi, je dois faire 3 kilomètres. Même pas. 3, les bonnes années, 4. Ah oui, ok. Et donc, comme on a libéré un peu tout le monde, oui. Françoise, elle nous a concocté quelque chose. À sa sauce. Oui, à ma sauce, non. J'ai juste réfléchi, puisque le thème était libre, je me suis dit, oui, mais j'ai réfléchi, merci. Ça me surprend chaque fois que je dis ça. Non, mais moi, je suis une amatrice de BD, donc, effectivement, mais légèrement par rapport à tout ce savoir qui est autour, à chaque fois, ça m'impressionne. Et j'ai fait le bilan, j'ai réfléchi sur l'année où je suis arrivé en cours d'année, avec des thèmes imposés, avec des choses qui se sont passées. Alors, moi, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime bien les mots, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Je suis fan de ce qu'on appelle l'Oulipo, c'est-à-dire l'ouvroir de littérature potentielle, qui modernise l'expression et qui nous permet de découvrir de nouvelles potentialités du langage. En clair, c'est de l'écriture sous contrainte, c'est-à-dire qu'on se met des contraintes sur un nombre de mots, sur des rimes, sur une thématique, et après on écrit. Et curieusement, c'est plus facile d'écrire sous contrainte, parce qu'on n'est pas obligé de chercher sur ce qu'on va dire, on a quelque chose à dire dans quelque chose de très cadré. Et ça, c'est un vrai bonheur. À chaque fois que j'ai fait partie de club, on fait des petits bijoux. Et donc, dans la bande dessinée, sur cette émission-là, la chance que j'ai pu avoir, on va dire, c'est que à chaque émission, il y avait un thème qui était proposé. Par Jean-Jacques en l'occurrence. Pas tout le monde. Non, c'était en collectif. Collectif. Voilà. Il y avait un thème proposé et Jean-Jacques en était le porte-parole, mais il était défini collégialement, c'est ça? On va dire ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc je me suis et j'ai retrouvé cette émotion de
chercher quelque chose sous contrainte, à savoir, quand il y avait un thème qui était donné, je sais pas vous, mais moi quand je rentre dans une bibliothèque ou dans une médiathèque, je me trouve qu'il y a beaucoup de trucs. C'est comme quand je regarde le ciel et que je vois les étoiles. Je suis toujours un peu perdu. Je me dis qu'est-ce que je vais aimer, qu'est-ce que je vais choisir, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. J'ai toujours la trouille de me tromper. Alors que là, quand on a un thème, ça m'a permis de, par exemple l'Espagne. J'en reviens à l'Espagne. J'ai cherché BD espagnol, j'ai cherché auteur espagnol, et je suis tombée sur des petits bijoux. Il y a plus qu'à choisir. Et du coup, à se faire plaisir, à trouver quelque chose qu'on n'aurait pas cherché parce qu'on va sur un axe et on va plus loin dans l'axe plutôt que d'être dans le flou. Voilà. Donc j'ai fait des découvertes extraordinaires. J'ai même fait, alors je ne savais pas, une thèse sur le mot entropie. Ça a été un grand moment pour moi. Alors à côté d'un prof de physique qui était déguisé en organisateur de festival de BD, j'ai eu chaud parce que pour mémoire, l'entropie c'est une théorie de physique. Je la rappelle, c'est trop mignon, qui caractérise la désorganisation et l'imprédictibilité du contenu en information d'un système. Ne l'oublions pas, ça je l'ai appris ici et je suis pas près de l'oublier. Donc voilà, d'avoir toutes ces contraintes, ça m'a permis de découvrir des choses. Du coup, j'ai imaginé un jeu dont je me suis servi les temps derniers, c'est-à-dire que je prends un texte au hasard ou dans le dictionnaire si j'en ai un, pour ceux qui n'ont pas de dictionnaire, dans un texte Twitter ou de je sais pas quoi, et après sur un mot de chercher sur Internet les bandes dessinées qui se rapportent à ce mot et d'arriver à faire des choix qui sont orientés. Alors j'ai essayé avec des mots complètement absurdes. Le premier qui m'était venu c'était poignard. Ça va, c'est à peu près facile. Tiroir, j'ai trouvé des BD aussi. Macaroni, bouse de vache. Donc, ça m'a permis d'aller chercher des bandes dessinées, de trouver des trucs, voilà. Et c'est sous contrainte, en prenant un compliqué, mot. Hein. T'aurais pris Zizi, il y en avait plein, là. Ah oui, mais justement, je voulais, on a dit sous contrainte, je voulais un peu me restreindre, donc voilà. Donc, voilà, j'ai quand même fait des belles découvertes, j'ai quand même lu des mangas. Moi, j'ai lu des mangas alors que c'était pas possible. J'ai lu des mangas fabuleux pour les choisir. Donc voilà. Donc, je vous propose ce jeu, c'est de choisir un mot dans une discussion, au pif, un mot qui flash, de chercher sur Internet les bandes dessinées qui s'y rapportent. Et puis, vous avez toute une collection de BD, par hasard ou presque, hasard et presque, sous contrainte, c'est peut-être un peu bizarre comme association, mais moi je vais pas me refaire. Et du coup, je me suis vraiment fait plaisir en ayant à choisir des livres dans ce contexte et découvrir des trucs que j'ai vraiment présenter aussi, avec plaisir ici, et c'est un régal, quoi. C'était mon bilan annuel. Peut-être faire un petit parallèle. Bon, alors là, c'est totalement improvisé, donc je vais dire que 2 mots, mais il sera peut-être intéressant d'y revenir un peu plus longuement. Donc, comme il y a l'Oulipo qui a été créé par Raymond Queneau, c'est mes sans bon. Non, Pérec. Queneau. Non, c'est pour moi. Oui, pour moi, c'est vraiment Queneau. Je peux me tromper, mais voilà. Et il y a également pour la bande dessinée Loubapo, Louvoir de la bande dessinée potentielle, qui avait été créée. Alors là, je dis de mémoire au moment de la création de la maison d'édition, l'association. C'est le même principe. Donc ils se donnaient donc il y avait Jean-Claude Menu. Je pense que Garner avait dû traîner là-dedans. François Hirol avait traîné là-dedans et bien d'autres. Ils se donnaient donc des contraintes. Et puis il dessinait en fonction de ces contraintes-là certaines. C'est le même principe. Certains ouvrages. Mais c'est un truc qui est très intéressant. Je me rappelle, ils avaient même fait un jeu. On y reviendra un peu plus longuement parce que ça le mérite. Ça mérite. On parlera même en même temps de la maison d'édition de l'association. Mais donc. Il y a Loubapo également, l'ouvrage de la bande dessinée potentielle. Il y a d'autres aussi petites maisons d'édition indépendantes qui pratiquent Loubapo. Voilà, c'est ça. Ok. J'ai bien fait de parler de ça, du coup, ça m'ouvre encore des horizons, c'est super. Oui, c'est ça. J'aime bien, quoi, c'est ça que j'aime bien. Et la préparation des rubriques, des chroniques de chacun, on a chacun nos techniques, ou je vois Charles avec les papiers, le stylo bille, j'ai l'ordinateur, enfin chacun a ses techniques. Après, je reprendrai peut-être celle, j'aime bien la contrainte, mais celle de Raoul Covin, je me mettrai peut-être sur un canapé la prochaine fois pour créer une chronique. Cours, ça se fait, apparemment, ça se fait pas tout de suite comme ça, faut dire. Ah, d'accord. C'est une question de volonté. Il faut déjà essayer au départ, t'essayes un canapé, moi je veux bien. Je sais pas, moi je vois que Jean-Jacques il teste très régulièrement le canapé. Et il en sort pas grand-chose. Mais bon. Le prix Nobel va arriver. Je désespère pas. Un jour ça va venir. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de raison, c'est une technique qui a marché, donc ça oui, c'est pas de raison que ça marche pas. Ouais. Charles, tu nous as parlé de Peyo et des Schtroumpfs.
Oui. Eh bien, Jean-Jacques, quel lien tu peux faire entre les Schtroumpfs et puis les villages blancs espagnols? Ah oui, tout ça, c'est pour vous dire qu'on est parti en vacances en Espagne. Voilà, voilà, ça c'est dit. Et que vous êtes revenu. Et qu'on est revenu. Et Avec des qu'on a eu une souvenirs, petite surprise parce qu'on était, où est-ce qu'on était? À Malaga, dans les coins là. Ouais, on était en Andalousie, en tout cas, en pleine on campagne. remontait sur Grenade. Et là, dans ce coin-là, il y a plein de villages qu'ils appellent blancs. Pourquoi? Je vous laisse deviner pourquoi ils appellent les villages blancs. Mais parce qu'ils sont tous pleins en blanc. Ils sont pas. Et parce que le blanc, ça reflète la chaleur qui s'en va. Enfin bon, voilà. Il y a un truc. Et on a eu la surprise d'arriver à un village. Et ben, le village blanc, il était bleu. Ouais. Le village blanc était bleu. Ça surprend un petit peu quand même. Voilà. Alors pourquoi il était bleu? Parce qu'ils avaient peint toutes les maisons en bleu. Parce que c'est là où ils ont tourné le premier film des Schtroumpfs. Alors je me rappelle plus quel est le titre, le premier titre le titre de ce film. Et donc ils avaient tout peint ça en bleu. J'imagine qu'après coup ils devaient repeindre en blanc, mais comme ça leur apporte des touristes, ben ils ont laissé tout ça peint en bleu et puis vendent des Schtroumpfs en miniature, en grand. Il y a des fresques. Les gens ils se sont peints aussi, non? Non, ils se sont pas peints. Petit joueur. Voilà, donc c'est une petite curiosité comme quoi on peut partir en vacances et puis se retrouver face à face avec la bande dessinée, alors qu'on avait juré de pas y toucher pendant 15 jours. Eh oui, voilà. Rattrapée, elle est revenue vers vous. Voilà. Oui. On n'y échappe jamais de toute façon. Non. Jamais C'est une totalement. femme, hein. On dit une bande dessinée. Ah, c'est une femme. Alors Eh ben, ça lâche rien. C'était mieux. Un strip, oui. On va faire une émission là-dessus. Bon, bah très bien. On va enchaîner sur un auteur qu'on a rencontré aussi avec Francine au Festival Huile et BD. Un auteur bien connu. Monsieur Herman. Monsieur Herman. Et donc, vous avez une petite anecdote ou un petit mot à dire, Non, Francine, moi j'étais un petit peu émue quand même, et puis j'avais un petit peu les pétoches. Interviewer Herman, voilà. Mais bon, je me suis lancée, je l'ai fait. Et puis on va l'écouter. Eh bien, bonjour Herman, nous sommes ravis de vous rencontrer ici à Huile et BD. Vous vous faites actuellement rare dans les festivals, alors pourquoi être venu au festival de Villers? Oh ben je te dis, c'est pas la première fois. J'aime bien l'endroit. Non, c'est rien d'exceptionnel. Je crois pas qu'un dessinateur a envie de retourner une deuxième fois à un endroit qui ne lui a pas plu. Non, sauf que cette fois-ci, c'était il y avait un peu trop de monde, notamment parce que nous sommes allés visiter Nancy. Et là Stanislas, c'est un peu étouffant. Disons que le service au restaurant a été un peu ralenti, justement, en raison de la fréquentation. Disons que j'étais un peu déçu à cause de ça et pas du tout par le charme de l'endroit. C'est la combienième fois que vous venez à Villers? Ceci est la deuxième fois. Deuxième? Oui. Ouais. Alors, votre production est très très importante, donc on va pas tout reciter, mais il y a 3 séries principalement. Donc moi je sais que Bois Maury, je les suis depuis le début, parce qu'il y a une chose déjà qui m'a bluffée. Mais c'est votre couleur directe et puis vos personnages qui sont bien à vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Écoutez, le fait que c'est une maladie chez moi. Il faut absolument que je crée quelque chose. Je m'ennuie très fort à ne rien faire. Voilà, j'aime le spectacle de la nature, je sais pas quoi, mais enfin, je peux pas m'arrêter des heures et des heures. Et j'aime varier les thèmes, et tâcher également d'exprimer le peu qui est possible au niveau de la psychologie des personnages à travers leur physique. Parce que le texte, il est là, la plupart du temps, c'est le texte de scénariste ou mon fils pour l'instant dans la série Doux. Ça se résume pratiquement à ça, vous savez, ça vous paraît peut-être un peu maigre, mais je n'ai pas grand-chose à raconter. Je suis pris par des sensations. Je suis un viscéral. Hein. Je ne suis pas ce qui s'appelle un intellectualisant. Non, voilà. J'obéis à cette espèce de poussée que j'ai dans le dos et parfois ça donne des résultats qui me satisfont. Et puis d'autres, c'est moins bon. Mais que voulez-vous, c'est la vie. Hein.
maigre avec 38 tomes pour Jérémia. Là, on en est au 16e tome, si je ne me trompe. Il y a les 6 tomes de Duc. Pour moi, c'est pas maigre, tout ça. Puis alors, j'ai quand même fait Bernard Prince, il y a quand même une 12 ou 13 tomes, il y a le western Comanche, oui, voilà. Non, il y a du pain, et puis aussi, ça s'appelle des one, comme on dit en utilisant le mot anglais, des one-shots, des coups uniques. J'en ai quand même fait un paquet aussi sur scénario, la plupart de mon fils. Oui. Et justement, par rapport à Bois-Maury, alors ça c'est appelé Les Tours de Bois-Maury, pour une première série où il y a un album qui est paru tous les ans, les 10 premiers. La saga des 10 premiers, et puis après on est passé Bois-Maury. Et là on est revenu pour le dernier au Tour de Bois-Maury. Pourquoi? C'est-à-dire que j'avais envie c'est que M. Glénat avait envie que je refasse un Bois-Maury, mais plutôt davantage relié à la première saga. Alors, que fallait-il faire? Ajouter un numéro 11, c'est impossible, parce que dans le 10, il meurt. Alors, que faire sinon, comment puis-je dire, jouer un peu des coudes et s'insérer dans la file? Mais à ce moment-là, il y a le problème de respecter, de tenir compte de la fin du récit précédent et de bien enchaîner avec ce qui, logiquement, et qui est fait déjà pour le... Donc, je l'ai calé, j'en ai fait un 9 bis. Et ça, c'est pas facile de construire un scénario et qui, comme un wagon qu'on insère dans le chapelet des wagons existants. C'est pas évident, je peux vous jurer. Oui, je m'en doute. Et vos projets actuels? Alors, vous êtes toujours sur les 3 séries qui vont se poursuivre, des one-shots en vue? Je continue Jérémia, je continue fatalement. Non, Duke va être arrêté, mais on va remplacer par quelque chose d'autre dont on a quand même une idée assez précise, mais je ne peux pas en parler, c'est un peu jeune. Alors, en dehors de ça, quoi? Jérémia, j'ai rien à ajouter. C'est déjà pas mal de boulot. Oh, oui, je trouve aussi. Je me demande même comment vous faites, parce que autant d'albums par an. Je vous dis, encore une fois, je reviens à ce que je disais précédemment. Je ne peux pas m'arrêter de travailler. Je travaille à peu près, grosso modo, 7 jours par semaine. Donc, c'est quand même, c'est entre 10 et 11 heures, voire même un peu plus par jour. Mais c'est une passion, ça n'est pas comme le gars qui va à l'usine, ça n'a rien à voir. C'est fatigant quand même, faut pas s'imaginer qu'au bout de la journée, je suis frais comme une rose, non, ça c'est faux. Eh bien écoutez, on va espérer que vous allez continuer à nous passionner longtemps, et bien au revoir et puis merci. Voilà, écoutez, moi aussi, et je crois que j'ai bien l'intention de continuer tant que j'aurai la santé. Ça, c'était le problème essentiel. Voilà. D'accord, merci. Le son des bulles sur RCN. Eh ben, c'était une très belle interview, Francine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va donner la parole à Olivier, qui va se lâcher complètement. Un peu. Ah bon? Ouais, non. Ouais, non, mais je vais prendre la parole pour une fois que je l'ai. Ouais, on va te donner la parole pour une fois. Voilà. Et puis, oui, parce qu'en fait, tu vas te rattraper là. Oui, parce que pendant l'émission des super-héros, j'ai pas pu présenter le mien. Si, t'en avais présenté un quand même. Alors, j'ai pas pu présenter le deuxième. Ah voilà. Parce que je me souviens que tu avais chanté. J'avais chanté. On se souvient. Ouais. C'est quoi cette émission? Moi, j'ai vu l'expo. Ah oui? J'ai vu l'expo à Amiens de Goldorak. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'affiche était magnifique, moi j'ai trouvé. L'affiche était magnifique. L'expo était pas mal aussi. Aussi? Ah ouais. Il y avait des belles planches. Ah, très bien. Alors moi, c'est un autre genre de super-héros que je veux vous parler. Il s'appelle Imbattable, de Pascal Jousselin, aux éditions Dupuis. Alors, Imbattable, il est né en 2013 dans les pages de Spirou. Alors, bon, vous voyez, c'est plus un album jeunesse, puis les albums jeunesse, on n'en parle pas trop. C'est vrai. Mais il est assez subtil, vous verrez. Imbattable, d'ailleurs, le terme, c'est un peu prétentieux, quand même, pour ce super-héros, comme vous le verrez, un peu bedonnant, qui vit dans un petit lotissement, qui va faire les courses au marché, il mange du poulet le dimanche avec Mémé. Il est toujours habillé dans son costume jaune, un peu boudinant, avec un bandana façon Zorro, histoire de faire un petit peu sérieux. Et pourtant, l'éditeur dit de lui, c'est marqué là, que Imbattable, c'est le seul véritable super-héros de la bande dessinée. Et donc, il balaye là, d'un revers de la main, tous les gros baraquets avec des
cyclistes, enfin non pas des cyclistes, des non, collants, des collants. Ouais, c'est bien moulant là. Les cyclistes avec des cyclistes, c'est plutôt sexy, non? Ah oui. Ouais, voilà. Hein. Oui. Non. Alors moyen. Ouais. On fera une autre émission là-dessus. mais si c'est le seul, en fait. Si c'est le seul vrai super-héros de la bande dessinée, c'est parce que son super pouvoir est lié à l'essence même de la bande dessinée. Je veux parler de la séquentialité. Eh oui, la séquentialité. Sors de ce corps, Charles. Voilà. Pour ceux qui veulent une définition plus précise, je vous réfère donc à la rubrique de Charles, les moments clés de la BD du mois de mars 2021. Vous trouverez ça sur les replays YouTube. Alors bon, j'ai quand même une petite définition pour les puristes. Alors la séquentialité, selon Thierry Grunstein, historien et théoricien de la bande dessinée, la séquentialité, c'est l'unique principe fondateur de la bande dessinée en mettant en relation une pluralité d'images solidaires. Eh ben dis donc. Il n'y a pas que moi qui dis des trucs qu'on comprend. Non mais exactement. Et pour ceux qui, comme moi, comprennent vite, mais qui ont besoin d'une longue explication, disons qu'une histoire en BD se construit par une succession chronologique et linéaire de cases. De gauche à droite pour le monde occidental et de droite à gauche pour le monde oriental, comme les mangas, par exemple. Mais revenons à notre super-héros, imbattable. Son super pouvoir est donc de se jouer de cette chronologie, de sa linéarité. Et il va donc contredire les règles de temporalité et d'espace. Alors, c'est très difficile à expliquer, en fait, ce que je dis. Et là, je me demande pourquoi j'ai choisi de présenter cette BD. Et on se demande pourquoi on t'écoute. Vous m'écoutez parce que ça vous intéresse quand même. Ça fait rien. Vas-y, parce que non, mais en fait, cette bande dessinée, elle est vraiment incroyable. Alors, disons que, par exemple, pendant que l'histoire se déroule, où est-ce que j'en suis? Alors, l'histoire se déroule normalement, et lui, imbattable, il va pouvoir passer d'une case à l'autre, mais pas forcément de manière séquentielle. Alors, par exemple, quand un bandit fuit pour échapper à un imbattable, on voit le bandit courir la case 1, il court dans la case 2, il court dans la case 3, la case 4, et lui, imbattable, ce qu'il fait, il passe de la case 1 à la case 4, et hop, il chope le bandit. Ça va beaucoup plus vite. Ça s'appelle un raccourci. C'est un raccourci, mais exactement. Les raccourcis, c'est dangereux. Mais là, pour l'instant, imbattable, il s'en sort bien. C'est pas casser la cheville. C'est pas. C'est vrai. Faut toujours faire attention. Mais donc voilà, le mieux c'est bien sûr de lire, pour bien comprendre, c'est quand même de lire cette bande dessinée là, cet album imbattable. Vous verrez, c'est un plaisir quand même qui est assez extraordinaire. Enfin, moi j'en ai eu beaucoup. C'est déroutant, c'est absurde dans le bon sens, c'est hyper ingénieux, c'est inventif, et à chaque page, on est surpris de ce que l'auteur a inventé comme situation avec ce super pouvoir, parce qu'on se dit voilà, il a fait une fois le gag, 2 fois, 3 fois, puis après ça va être, on va connaître. Mais à chaque fois, il y a des choses nouvelles. C'est ça qui est formidable. Et puis il y a des personnages récurrents. Il y a Pépé, le cochonnet. Lui, son super pouvoir, c'est que c'est les bulles, ce qu'il dit, elles sont rigides. Donc en fait, quand il y a une bulle dans le cadre, dans la case, la personne qui est à côté de la bulle, elle peut pas avancer parce que la bulle, elle est rigide. Ah oui, d'accord. Et donc, il en profite, le Pépé le cochonnet. Donc, du coup, quand il est en colère, il commence à dire plein de trucs et puis personne n'a de place dans la case. Voilà. Il y a Toody aussi. Toody, ça c'est pas mal parce que Toody, alors, il s'appelle Toody, c'est un drôle de nom. Mais en fait, c'est 2 dimensions. Toody. Et Toody, ce qu'il fait, c'est que la profondeur de champ dans la case, il s'en fout, Toody. S'il y a quelqu'un qui est au fond, là, de la case, au fond il met sa main comme ça, puis il chope la personne. Bon, qui est toute petite, forcément, parce qu'elle est au fond de la case. Mais il l'a chopé quand même. Ça, c'est Toody. Il a un pouvoir un peu spécial. Bon, il y en a plein d'autres. Voilà. Donc, le mieux, c'est quand même d'aller lire cet album, de commencer cet album. Là, c'est le numéro 3, et je crois qu'il y en a peut-être un autre qui est sorti. Et parce que même si c'est un album un peu jeunesse, franchement, il y a plein de petites astuces, plein de petits trucs comme ça sur la façon de lire une bande dessinée. Et ça, ça peut même vous surprendre aussi. Il faut pas garder son plaisir en plus. Oui. C'est même un peu technique, quoi. Et voilà. Parce que là, il y a le facteur dans le numéro 3. Il y a une factrice qui est infernale parce qu'elle livre le courrier à une vitesse folle. Et en fait, elle a une machine sur elle. C'est une machine qui la fait entrer dans des séquences de temps différentes de l'album. Oh. Ah c'est ouais. Capillotracté, ça. Ça c'est capillotracté, mais c'est hyper intéressant et il joue vraiment sur ça et des fois les pages sont même découpées. Mais il faut le voir, c'est assez incroyable. Et je suis content d'en avoir parlé. Voilà, ça y est. Donc, brillant, osé et totalement anticonformiste d'après le New York Times.
Ah, carrément. Carrément. Et bien maintenant, tu as fini ? J'ai fini, moi. Pardon. On va s'offrir une pause musicale. Et là, la pause musicale, aujourd'hui, elle a été décidée, choisie, avec 1000 précautions par Charles. Il n'a pris aucune précaution. Non, c'est vrai. Charles, parce que, oui, vas-y. Si tu veux, dans l'histoire, on a fait une émission sur l'histoire de la musique, si tu veux. Moi, je suis grand amateur de musique, comme vous savez, et j'ai écouté cette chanson-là, et après, si tu veux, l'histoire de la musique s'arrête à cette chanson. À mon avis. Ouais. Après, c'est plus la peine. Là, on atteint le sublime. Oui. Et d'ailleurs, c'est une chanson aussi pour public averti, parce que c'est pas la peine non plus que des gens aient une crise cardiaque en écoutant l'émission. Donc, si vous n'avez pas le cœur bien accroché, vous ne l'écoutez pas, vous revenez dans 5 minutes. Maintenant, pour public averti, voilà donc la chanson qui s'appelle Les haricots. Moi, j'avais la larme à l'œil là avec cette fin des haricots, mais enfin, Jean-Jacques, lui, se réjouissait, lui. Hein. Ah oui, parce que je voyais bien le gigot qui allait avec. C'est réaliste, quoi. Oui, c'est hyper réaliste. Très joli et très réaliste. On va passer. Merci. Alors, vous aviez une précision? Oui. Donc, c'est tiré d'une opérette de l'immense Francis Lopez du siècle dernier, qui s'appelle La Route fleurie. Donc, vous allez acheter le livret, d'aller dans la médiathèque, c'est vraiment quelque chose à voir, qui est aussi bouleversé l'art dramatique. Voilà. Ah oui, tout à fait. Et il fallait le souligner. Quelle culture. Quelle culture. C'est magnifique. La culture des haricots. Les Horaces et les Curiaces, ils en prennent un coup au niveau théâtre. Alors, voilà. Eh bien, on va passer à des choses plus sérieuses, peut-être. Je sais pas, Francine. Est-ce que c'est sérieux, Sangoma? Oui. La mort des haricots. La mort des haricots, c'est quand même sérieux. Oui, c'était triste. La fin des haricots, c'est pas rien. Oui, non, j'ai pleuré. Non, c'est vrai. Mais là, c'est dur d'enchaîner derrière ça, mais enfin. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on a interviewé une autre personne à Villers-Bédé, qui est Corentin Rouge, mais avant même de lui laisser la parole, je vais faire une rapide présentation de l'album Sangoma que j'avais beaucoup aimé, et déjà la couve, je trouve, est magnifique. Alors, et avant même, on va la précéder d'un petit extrait musical, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance. Alors, j'aurais pu, bien sûr, choisir Asibonga de celui qu'on a surnommé le Zoulou Blanc. Je parlais de Johnny Clegg, évidemment, mais j'ai préféré Biko de Peter Gabriel, car je pense, du moins j'espère, que Mandela est toujours présent dans les mémoires. Mais qu'en est-il de Steve Biko, militant noir d'Afrique du Sud, une des figures de la lutte anti-apartheid, mort en détention dans des conditions suspectes le 12 septembre 1977. Alors dans Sangoma, nous ne sommes plus en 1977, mais une vingtaine d'années après la fin de l'apartheid, ce qui n'empêche que la discrimination, les tensions et la violence sont toujours là. N'en déplaise à Jean-Jacques qui trouve cela paresseux, histoire de la faire courte. Pour le pitch, je vous lis la 4e de couverture. Alors, la fin de l'apartheid n'a pas réglé tous les problèmes. Séducteur et tête brûlée, le lieutenant Shane Shepherd de la police du Cap se montre plus passionné par la maîtresse du leader afrikaner d'extrême droite que par la guerre autour de l'épineuse répartition des terres entre noirs et blancs. La disparition d'un nourrisson et le cadavre d'un ouvrier agricole noir retrouvé dans la ferme d'une famille blanche vont pousser Shane à affronter la complexité d'un pays aux tensions raciales encore frémissantes, une poudrière où certaines croyances restent vivaces et sanguinaires. Après Zoulou, Caril Ferret retrouve l'Afrique du Sud en compagnie de Corentin Rouge pour un polar inédit et intense. Et maintenant, passons à l'interview. Bonjour Corentin Rouge. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous sommes ravis de vous rencontrer dans le cadre du festival Villers-Bédé. Alors, au lieu de commencer par le traditionnel, pouvez-vous vous présenter? Nous commencerons par cette question. Quand on voit la multitude de festivals BD, qu'est-ce qui vous a incité à venir à Villers-Bédé? C'était déjà, j'y étais jamais venu, donc c'était l'occasion de venir découvrir Nancy et puis le festival. Donc voilà, c'était avant tout ça. Découvrir le public nancéen qui m'avait jamais vu.
D'accord. Alors, parlons un peu de votre dernier album, Sangoma, paru en octobre chez Glénat, qui, moi, m'a littéralement envoûté tant sur le plan scénaristique, graphique que sur le plan de la mise en scène. Je dois dire qu'avant d'ouvrir, j'avais déjà été happée par la couve magnifique, le nom de Caril Ferret, l'auteur de Zoulou, et ce titre mystérieux, Sangoma. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, à commencer par le titre? Qu'est-ce qu'un Sangoma? Alors un Sangoma, en fait, c'est un guérisseur, c'est un herboriste sud-africain, et ce sont eux qui sont chargés donc de guérir, de s'occuper, de soigner, de prévenir les maladies dans les milieux traditionnels sud-africains. Et alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de dérives ou une évolution parfois un peu néfaste qui peut se faire, notamment dans les townships où ils sont assez implantés. Et donc l'histoire se développe autour d'une guérisseuse qui a fait des dégâts autour d'elle. Voilà. Avec un lien avec la réalité. Oui, alors c'est évidemment c'est quelque chose qui continue d'arriver, par rapport au drame qui est raconté, c'est quelque chose d'assez actuel qui continue d'exister, même si de plus en plus l'activité des Sangomas est contrôlée et voilà, est réglementée. Mais notre histoire se situe un peu à la limite de la légalité, de l'évolution de la pratique. Alors évidemment, après la lecture de Sangoma, je me suis plongée dans vos autres albums et j'ai découvert le one-shot Juarez ainsi que la tétralogie Rio. Alors après, plutôt avant, si on suit l'ordre chronologique de parution, avant donc les townships du Cap, direction la frontière mexicaine, les favelas de Rio, Sangoma, Juarez, Rio, 3 titres qui claquent, 3 polars politico-sociaux très intenses, ancrés dans le réel, un peu votre marque de fabrique, non ? Bah oui, c'est vrai que ce sont des thématiques qui m'intéressent, des histoires contemporaines avec un fond politique, social qui, je trouve, donne une richesse c'est ce qui m'intéresse de raconter et donc il y a un fond commun. Oui, alors j'ai démarré par l'Amérique latine et là avec la collaboration avec Caril Ferret, c'était un moyen de revenir en Afrique. D'aller en Afrique et d'y revenir pour lui parce qu'il avait déjà fait son roman Zoulou qui avait bien fonctionné, qui avait rencontré un grand public et qui était ce qui m'avait marqué dans son œuvre et le prétexte pour lequel je voulais le rencontrer. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Et nos univers communs sont très bien entendus et très bonne collaboration qu'on va sans doute renouveler. Dans des pays plus froids, si je ne me trompe. Exactement, ouais. On va aller dans l'hémisphère nord, sans en dire trop, mais il va faire froid dans les prochains. Oui, alors j'en dirai pas plus. Donc après le fond, passons à la forme. Venons-en au dessin. Voilà ce que dit votre éditeur lorsqu'il vous présente en fin d'album. Je le cite. Son dessin s'inscrit dans la lignée graphique des plus grands dessinateurs réalistes classiques tels qu'Hermann, François Boucles, Rossi ou Jean Giraud. Vous voilà dans la cour des grands, là. Vous cautionnez ? C'est vrai que ce sont eux qui m'ont inspiré, donné envie et formé. Donc c'est un peu mon héritage, c'est vrai. C'est la BD qui m'a fabriqué. En plus, il y a peut-être un autre personnage de BD qui vous a bien... Après, il y a celui dont je porte le nom, mon père évidemment, qui est celui qui m'a donné envie, qui m'a transmis la passion et qui a construit mon dessin en grande partie, bien sûr. Alors, après le père, le fils, et après François Alexandre, j'ai toujours été frappée par le peu de cas qui est fait généralement du coloriste. Dans Sangoma, tout comme dans le 13 Mystery Calvin Vax que vous avez signé avec Fred Duval au scénario, la colorisation a été réalisée en collaboration avec Alexandre Boucles, alors que pour Juarez et Rio, vous aviez vous-même assuré dessin et couleurs. Pourquoi avoir fait appel à lui et qu'a-t-il apporté ? J'ai fait appel à lui parce que j'étais en retard, donc j'arrivais pas, c'est problème technique. J'avais pas le temps de tenir les délais pour la fabrication du livre, donc j'avais déjà bien avancé, j'avais fait la moitié du livre et comme je sais, on avait déjà travaillé ensemble et qu'il connaît ma façon de travailler, il a su m'aider tout de suite dans la bonne veine de la suite de l'histoire, reprendre les rênes et vraiment
continuer la progression du livre de façon très adéquate, quoi. Donc c'était vraiment une collaboration très efficace et fructueuse. D'autres projets en cours ou à venir ? Alors actuellement, je travaille sur un album de Torgal qui va être une sorte de nouvelle collection parallèle aux aventures mères de la série et qui vont faire des one-shots à grand format avec une forte pagination. Alors pour mon cas autour de Torgal et de Robin Recht aussi qui va en faire un qui devrait sortir avant le mien. Et donc voilà, des grandes aventures de Torgal en album complet. Voilà le programme. Alors on a commencé avec Villers-Bède, on va terminer avec Villers-Bède. S'il vous fallait qualifier le festival de Villers-Bède en un mot, vous diriez ? Convivial, c'est le mot qui me vient pour le moment, mais il y en aura d'autres, je pense, à la fin du séjour. Convivial, eh bien merci beaucoup Corentin Rouge pour votre patience et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, à bientôt. Le son des bulles sur RCN. Bon, mais comme ils ne savent pas quoi dire, on va prendre la parole. Et Françoise, donc, tu avais promis de nous faire une rubrique sur le prix des BD, donc on t'écoute. Ah là, Jean-Jacques. Ah, la transition. Non, mais la thématique aujourd'hui, c'était débat libre sur le prix des BD. Alors, effectivement, ça coûte cher, pas cher et tout. Ou bien faut-il être riche pour être fan de BD? Ouais, fan, non, vous les achetez, enfin voilà. Donc, j'étais partie en me disant, bah oui, quand même, c'est des fois une réflexion à franc en se disant, purée, le prix d'une BD. Et je me suis souvenu que le tout premier Astérix et Cléopâtre, sur la page de couverture d'Astérix, ils avaient mis tout un texte qui décrivait ce que cela avait coûté. Alors, je reprends, 14 litres d'encre de Chine, 30 pinceaux, 60 crayons à mine tendre, 1 à mine dure, 38 kilos de papier, 27 gommes effacées, 16 rubans de machine à écrire, 2 machines à écrire. Si vous savez pas ce que c'est, allez voir dans le dictionnaire pour les plus jeunes. 47 litres de bière ont été nécessaires à sa réalisation. Pas beaucoup. Ben non, je trouve que c'est pas beaucoup par jour, je pense, c'est pour ça. Et ça s'est arrêté au changement de maison d'édition. Je trouve que c'est dommage parce que ça faisait une page d'Astérix que j'aimais beaucoup. Et rien qu'en marquant ça, je trouvais que ça sentait le labeur, enfin la sueur, les erreurs, le recommencement, les gommes et tout ça. Donc certaines BD, elles mettent plusieurs années à émerger. On les entend, ceux qu'on interviewe, comme quoi ça peut être long, à part certains qui en font 11 heures par jour. Ça, je vois pas bien, mais bon, bravo. Pour émerger des fois à 4 mains aussi. Ce serait un concert de piano à 4 mains, on payerait 250 €. Ça énerverait personne. Or, pourquoi une BD, ça énerverait que ça coûte 22,50 €. Voilà. Et j'ai eu une autre approche après, parce que j'ai des fois un côté mathématique que j'aime bien. J'ai présenté ici une bande dessinée qui s'appelle Malgré tout. La BD espagnole, vraiment, c'était mon coup de cœur de l'année, qui coûte donc 22,50 €. Alors après, quand on va sur la description d'une BD, j'ai appris que, d'abord, c'était un palindrome, c'est un amour de dessin, de tendresse. Il pèse 941 grammes, il a 152 pages, il fait 22 cm sur 29, et en sachant qu'il y a une page recto verso, x 2, ça nous fait donc, j'ai fait le total, 193 952 cm², ce qui veut dire, la bande dessinée, elle fait 19 m². Voilà, c'est déjà ça. Donc après, on rapporte donc 22,50 pour 19 m² quand même de bande dessinée de lecture. Combien coûte une place de concert? Une teinture 260 grammes, 7,80 €. Ça fait environ 28 € le kilo. Donc voilà, on est déjà un peu. Une place de ciné, 12 €. Je vous dis pas le prix du ticket, donc combien ça emmène. Donc tout ça pour un plaisir éphémère. Alors que pour une BD, quand même, c'est une histoire. Et moi, quand je lis une BD, alors d'abord, c'est une histoire entre elle et moi, toujours. Enfin, j'imagine que c'est pour vous, avec plusieurs histoires. D'abord, je vois l'intrigue, j'ai besoin de voir, donc je la lis une fois. Après, je la relis pour le texte. Après, je la relis pour les dessins. Et une BD, ça se relit à l'infini. On relit pas un polar ou Phèdre ou je ne sais quoi de la même façon. Hein, d'accord. C'est pas un livre comme les autres, une bande dessinée. Ça se lit, ça se relit. Que celui qui n'a jamais relu un Tintin, un manga ou je sais pas quoi, me jette la première bouteille d'encre de Chine. Je sais pas. T'as la chance, il n'y en a pas sur la table. Ouais, c'est bien. Mais je sais pas si on utilise de l'encre de Chine, mais je crois que si. Enfin, dans les bien sûr. Il me semblait, oui, mais des fois, je parle sous contrôle. Des fois, je me dis, wow, t'aurais mieux fait de te taire, mais non, je dis non, finalement, j'ai bien fait de parler. Alors, en plus, une BD, c'est beau dans une bibliothèque, il y a de la couleur et tout. Chez moi, oui. Je sais pas chez vous, c'est beau dans les WC. Hop, vas-y. C'est beau sur la table du satin long, ça attire la main, ça attire le regard. On la prend, on a une BD qui traîne forcément. On prend pas le monde de la même façon, mais une BD qui traîne sur une table, ça se prend. On commence par le milieu, on commence par la fin. Bref, on en fait ce qu'on veut. Et voilà, c'est beau. Donc, je reprends mon calcul. 22,50 €. Comme on la lit 3 fois, ça fait pour 3 kilos de bande dessinée.
D'accord, 3 fois 941 grammes. Hors de grandeur, ça fait ça. Ça nous ramène, comme dit l'autre, à 7,50 du kilo. C'est de la rigolade. En plus, celle-là, c'était un palindrome, on peut la lire dans les deux sens. Donc, ça ramène le prix à 3,75 € du kilo de bande dessinée, quand on parle, justement, de ma bande dessinée, malgré tout. Alors oui, la BD, c'est un coût, mais c'est comme la culture, on n'avait qu'à essayer sans. Eh ben voilà, elle va nous régler le débat très vite fait. Le kilo. 3,75 € le kilo. Bon, c'est un peu particulier comme calcul, mais bon. C'est le calcul. Ça a le mérite d'avoir au moins réfléchi dessus, et moi je trouve ça pas mal. Cartésien. C'est pas mal du tout. Oui. Après, c'est vrai que on a une époque où on parle d'inflation, où les gens ont du mal à survivre pour certains. Donc la culture, c'est souvent aussi la coupe sombre et la première coupe. Donc le choix entre le concert, le cinoche, le livre, la BD, voilà, ça devient compliqué. Mais faut pas oublier aussi que derrière la BD, derrière la culture, il y a des humains qui gagnent leur vie. Ou qui ne gagnent pas d'ailleurs. Et qui gagnent, ou qui, comme on l'a souvent dit ici, gagnent très très mal leur vie. Les dessinateurs de BD galèrent quand même énormément. C'est sûr, ils sont très très nombreux, mais c'est quand même très difficile de survivre dans la BD. Déjà se faire éditer, c'est déjà une chose, hein, Charles? Oui, c'est vrai. Quand on discute dans les salons, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont dans la galère, mais beaucoup aussi ont un métier à côté. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, c'est comme la musique, si tu veux. T'as d'excellents joueurs de cornet à piston qui galèrent aussi parce que c'est. Non mais voilà. Oui, non mais c'est vrai, c'est plus une passion que un métier. Bon, il y en a très très peu. Enfin, je pense qu'il y en a moins d'une cinquantaine qui vivent aisément. Puis les autres, sur un album tous les 2 ans, Mais je pense que oui, on retrouve ça dans tous les métiers, enfin tous les métiers artistiques, hein, que ça soit au cinéma, les acteurs, qui gagnent très bien leur vie, ils sont rares aussi. Les footballeurs, c'est pas un métier artistique, ça. Non, Jean-Jacques, tu nous avais pas parlé de foot. Non, on va passer l'exemple là. Non, on passe l'exemple, voilà. Mais en même temps, ils sont pas nombreux non plus. Les musiciens, pour pouvoir. Alors après, c'est vrai qu'on peut se faire plaisir à moindre prix. S'échanger les BD, on le fait, mais moi je pense que ça sert surtout à découvrir les auteurs, découvrir, et après on craque et on achète. Puis il y a différentes catégories. Si on prend un manga, c'est en dessous de 10 €. Si on prend une BD classique 48 pages, c'est dans les 15 €, entre 12 et 15 €. Évidemment, quand on part dans les romans graphiques, on monte tout de suite à 20 €, voire au-dessus. Mais c'est ça aussi, hein. Bon. C'est pas avec les albums que tu gagnes ta vie, hein. Les dessinateurs, les animations qui gagnent leur vie, c'est parce qu'ils placent des dessins dans des journaux. Enfin, c'est ça, c'est que il y en a qui sont salariés, il y a beaucoup de dessinateurs salariés sur Nancy. Mais ceux qui font des albums, c'est autre chose. C'est vrai que quand on avait fait l'émission BD et presse, on avait dit qu'il y avait beaucoup de dessinateurs de BD qui produisaient qui produisaient des dessins de presse, et souvent c'est grâce à ça qu'ils gagnent leur vie. Il travaille dans la presse. François Bouc, en plus de ça, il est très prolifique. Lui, c'est une planche par jour, quoi, sans problème, quoi. Il est époustouflant. Il y a vraiment des génies. Il y a des génies. Bon, alors, de quoi on parlait, là? On parlait du prix de la BD. Alors, c'est cher, trop cher, pas assez cher? On va pas dire si c'est cher, trop cher ou pas assez cher. On peut pas le dire. C'est ça, c'est relatif, parce que un album, là, comme la Bibliomule, c'est 35 €. 35 €, mais vous avez vu l'album? Ah bah oui, magnifique. Les pages, là, il y a du vinyle rouge, la couverture, la couleur, etc. Si les illustrés du temps de Papy Charles, ça valait 2 balles, quoi. Voilà, c'est ça. C'était pas le même papier quand même. Tout à fait. Maintenant, on voudrait que chaque bande dessinée soit une œuvre d'art, et
On a plus d'exigences. C'est bien. Donc du coup, ça se paye. Ça se paye. Pour que ce soit beau dans les WC, il faut que ce soit une œuvre d'art. Oui. Alors, il y a quand même quelques petits moyens pour découvrir des BD. Et, voilà, on peut trouver. Après, c'est ça. En fait, il y a toujours moyen parce que si on veut se faire plaisir tout le temps, là, le portefeuille du lecteur, il commence à peser lourd. Dans les médiathèques, là, oui. Alors, il y a les médiathèques, effectivement. Médiathèque, où on trouve pas mal de choses. Beaucoup. Après, alors, par contre, j'ai une remarque, effectivement, pour les gens qui collectionnent des bandes dessinées, qui commencent à en avoir 100, 200, 300, voire 1 millier. Tu penses à quelqu'un en particulier? J'en connais plusieurs, effectivement. Oui, non, mais j'ai un copain aussi. Mais il faut les faire rassurer. C'est des trucs qui valent des fortunes. Il y a quoi? Il y a plusieurs milliers. Il y a des milliers d'euros de bandes dessinées avec des numéros qui sont numérotés, les numéros 1 et tout. Et j'ai un copain, je lui dis, mais va voir ton assureur, parce que ça brûle, c'est foutu, quoi. Alors voilà, il y a des petits trucs quand même pour pouvoir se payer de la culture. Moi, j'ai pas ce rapport-là avec non, mais il en avait toute une. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des petits trucs. N'oubliez pas que des fois, dans vos comités d'entreprise, quand vous êtes encore en activité, vous pouvez des fois bénéficier de chèques culture. Les jeunes peuvent avoir des chèques culture aussi et des aides conseil départemental ou municipal pour pouvoir s'offrir le pass culture. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent aider à acheter. Et ça a bien boosté le manga d'ailleurs. Si ces dernières années le manga a été aussi boosté, c'est grâce à ça aussi. Le problème du manga, c'est qu'il coûte pas cher, mais il faut en acheter 10, 20 pour avoir la série complète, des fois. Pour connaître la fin de l'histoire. Bon, après, il faut pas avoir peur de dire, vous êtes supporter du PSG, les places elles sont à 80 balles, et si vous n'avez pas l'argent pour vous payer tous les matchs, vous payez pas tous les matchs, quoi. Oui. On peut également ne pas s'acheter toutes les bandes dessinées qu'on aurait envie. Mais on peut lire largement. Aussi des choses. Voilà. Et donc, on fait des grands signes. Je pense que nous arriverons à la fin de l'émission, à la fin de la saison. Oui, aussi. Donc, merci à tous d'avoir été là tout au long de cette saison. Merci aux techniciens et en particulier à Jean-Luc qu'on a eu beaucoup ici avec nous. Merci et à bientôt. Et chaque fois mon âme pleure, car c'est la fin des haricots. Comme Théo, Eh bien, bonnes vacances. Allez, bon été. RCN, www.rcn-radio.org